Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous êtes bien ce matin. J'espère aussi que vous allez nous accorder la prochaine heure à l'analyse de la géopolitique. Oui, il faut en parler car depuis 9 ans, aucun président américain n'a fait le voyage jusqu'en Chine pour un sommet sino-américain. Or, voilà qu'en pleine guerre tarifaire, en pleine guerre commerciale, en pleine guerre militaire, c'est-à-dire en pleine guerre au sens premier du terme, eh bien, Donald Trump a fait le voyage jusqu'en Asie pour rencontrer son homologue Xi Jinping. La véritable question, c'est quels sont les enjeux? Pourquoi Donald Trump a-t-il ressenti le besoin de faire ce voyage? Lui qui, dès son premier mandat d'ailleurs, avait envoyé des signaux pour le moins inamicaux vis-à-vis de la Chine. Lui qui, dès les premières semaines de son second, c'est-à-dire de son dernier mandat, a lancé des hostilités tarifaires contre la Chine. À un moment donné, il avait même menacé la Chine, n'est-ce pas, de lui imposer des taxes à hauteur de 200%. Il a dû reculer, d'où le sobriquet bien mérité quant à moi qu'on lui colle, TACO, Trump always chickens out. Trump se dégonfle toujours, Trump finit toujours par se dégonfler. Or voilà qu'après que ce sommet a été remis au moins une fois, Trump a accepté d'aller rencontrer le président chinois. Dans quel contexte le fait-il? Est-ce qu'il le fait uniquement pour réchauffer les relations sino-américaines? Si oui, pourquoi tient-il à réchauffer les relations avec la Chine? Bon, au-delà de ces deux puissances, puissance économique et militaire du côté américain,
puissance économique et commerciale du côté de la Chine, car techniquement la Chine n'est pas encore une puissance, voire une superpuissance militaire. Bien sûr que la Chine dispose de l'arme nucléaire, bien sûr que la Chine dispose de technologies, ma foi, asymétriques qui peuvent faire mal à des adversaires, qui peuvent faire mal à des ennemis, mais la Chine n'est pas encore une superpuissance militaire. Il s'en faudra de beaucoup. Les États-Unis demeurent, et de loin, la plus grande puissance militaire. Pourtant, malgré l'avantage militaire dont disposent les Américains, Donald Trump, qui n'a jamais considéré la Chine comme le grand ennemi, pour lui, ce n'est pas la Russie. Contrairement au deep state américain, contrairement aux vieux routiers de la politique étrangère américaine, ce n'est pas la Russie qui doit être considérée comme l'ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Et Donald Trump semble avoir de bonnes raisons. La volonté de la Chine de s'imposer comme puissance en Amérique, hein? Ceux qui défient la doctrine Monroe ou la doctrine Monroe modifiée, la doctrine Monroe portée à son extrême. Donc, je disais, Donald Trump semble avoir de bonnes raisons de considérer la Chine comme l'ennemi, parce que la Chine ne cache pas son intention de s'imposer comme puissance géopolitique, non seulement en Afrique. Il s'agit de se rendre, ne serait-ce qu'une fois en Afrique pour s'apercevoir que la Chine est en train, n'est-ce pas, d'imposer son influence sur ce continent. Non seulement en signant des partenariats avec les États africains, mais en leur offrant de les aider à exploiter leur technologie, à exploiter leurs ressources sur lesquelles détenait une mainmise exclusive la France ou le Royaume-Uni ou à quelques kilomètres plus loin, n'est-ce pas, les États-Unis. Or, aujourd'hui, la Chine s'impose et s'impose de plus en plus sur le territoire africain. Bon, jusque-là, cela énervait les États-Unis. J'en veux pour preuve l'autobiographie de Hillary Clinton, dans laquelle Hillary se plaint, Madame Clinton quand même, qui était candidate à la présidence, Madame Clinton qui était chef de la diplomatie américaine, puisqu'elle était, n'est-ce pas, secrétaire d'État, eh bien, elle s'est plainte dans son autobiographie de l'influence de la Chine sur le continent africain, la Chine qui construit des infrastructures en Afrique, l'Afrique qui signe des partenariats d'exploitation minière avec les pays africains. Jusque-là, on sait que l'influence de la Chine en Afrique énervait pas mal, n'est-ce pas, les États-Unis, mais ce qui énerve encore plus les États-Unis, c'est le désir, ce qu'on appelle la fameuse route de la soie, n'est-ce pas? C'est le désir de la Chine de s'implanter durablement en Amérique. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça, vous devriez le savoir. Pendant ces fameuses sanctions américaines sur le pétrole vénézuélien, eh bien, le Venezuela exportait, n'est-ce pas, son pétrole jusqu'à 80%, devinez où? En Chine. Cela offrait un double avantage aux deux pays, donc d'abord au Venezuela de contourner les sanctions américaines parce que la Chine n'avait que faire des sanctions américaines, mais cela permettait à la Chine de s'implanter en Amérique, qui est considérée comme la cour arrière des Américains. C'est prétentieux, mais sa puissance militaire aidant, eh bien, l'État américain a réussi à faire croire à tout le monde que l'Amérique, quand on dit l'Amérique, c'est toute l'Amérique, devrait appartenir aux Américains. Bon. Mais la Chine ne s'est pas contentée de signer des accords commerciaux avec le Venezuela. La Chine a signé plein d'autres traités avec d'autres pays,
des Amériques. Là, on parle du Brésil, on parle de la Colombie, on parle du Panama. Et quand on dit Panama, on pense réflexivement à ce canal tellement névralgique pour l'exportation des produits américains vers le monde. Et la Chine est allée jusqu'à signer des accords avec le Panama. Et donc c'était ça, la goutte qui a fait déborder le vase. Les États-Unis ont tout de suite menacé le président du Panama qui a révoqué unilatéralement ce contrat signé pourtant avec la Chine, mais il y a d'autres pays qui maintiennent leurs accords. Le Brésil, on ne dit pas non au Brésil, et le Brésil n'est pas du tout ébranlé par les menaces langagières de Trump dans sa volonté d'établir des partenariats solides avec la Chine, mais la Colombie aussi. La Chine construit des métros, la Chine construit des infrastructures, n'est-ce pas, routières partout en Colombie, et les Colombiens aiment ça. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Stay with us. We'll be right back. Mes chers amis, savez-vous réellement ce qu'est l'archivistique? Dans un monde où on crée toujours plus d'informations, les archivistes sont appelés à la ligne de front pour aller aider les organismes, les entreprises et les particuliers à gérer cette information. La Voix de l'archiviste est un podcast québécois entièrement dédié à cette profession. Venez découvrir le métier le plus passionnant du monde, celui du gardien de la mémoire. Une nouvelle, dans cette perspective, est passée sous le radar, c'est qu'il y a à peine quelques mois, les États-Unis ont convoqué les chefs d'État, j'ai dit bien convoqués, comme des mineurs, des chefs d'État des pays de l'Amérique pour les mettre en garde contre leur volonté de signer des contrats avec la Chine. De ce nombre, on comptait entre autres, n'est-ce pas, le Panama. Le Panama qui avait pourtant signé, je viens de le dire, une entente avec la Chine, a dû révoquer cette entente parce que Donald Trump est allé jusqu'à menacer ces pays-là de les envahir. Car, dit-il, les États-Unis ne permettront pas à une puissance ennemie de s'établir dans la région américaine. Évidemment, cela pose plusieurs questions du point de vue du droit international, la question de la souveraineté des États, la question de la liberté commerciale, la question du néocolonialisme, car pour la doctrine Monroe, c'est-à-dire la doctrine Monroe poussée à ces derniers confins, eh bien, l'Amérique, le continent américain, appartient aux Américains. Et les Américains doivent approuver, c'est du moins cela la prétention des idéologues de Donald Trump, les Américains devraient approuver tout accord que les États de l'Amérique signent avec des puissances comme la Chine. Cela rappelle quasiment la doctrine de l'exclusif de Colbert pendant la colonie. Colbert, c'est le grand maître à penser de l'État français pendant la colonisation, eh bien Colbert disait, écoutez, les colonies existent pour la métropole. Les colonies sont obligées d'acheter ce qui est produit
dans la métropole et les colonies doivent produire en fonction des besoins de la métropole. La fameuse doctrine de l'exclusive ou le colbertisme. Mais Donald Trump, qui a transformé la doctrine Monroe en doctrine d'Onroe, ne se contente pas de dire que l'Amérique doit appartenir aux Américains, il va plus loin pour dire, écoutez, l'Amérique, donc tout le continent américain, est là pour satisfaire les besoins des Américains. Et si un État des Amériques, au nom de sa souveraineté, pense qu'il peut signer des accords avec des États que les États-Unis, avec des pays que les États-Unis considèrent comme des ennemis, ici on parle clairement de la Chine, eh bien, il leur encuira à ces pays-là. Les États-Unis le leur feront payer. Waouh! Et donc, puisque la Chine ne s'est pas montrée ébranlée par les menaces de Donald Trump, pourquoi? Parce que la Chine dispose de leviers sur lesquels elle peut appuyer pour faire mal aux Américains, eh bien, la véritable question, c'est qu'est-ce que ce sommet sino-américain, ce sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, qu'est-ce qu'il envoie comme message aux pays africains, mais surtout, qu'est-ce qu'il envoie comme message aux autres pays de l'Amérique, dont Haïti, pays duquel je suis originaire. Les Américains sont à ce point arrogants que lorsque le Canada, pour échapper aux taxes, aux impôts, aux tarifs rédhibitoires des Américains, est allé établir des accords avec d'autres pays, dont la Chine, le Premier ministre Mark Carney, pour échapper ou pour amoindrir, pour mitiger les effets des tarifs américains sur le commerce canado-américain, eh bien, le Premier ministre a fait le voyage jusqu'en Chine et promet désormais d'intensifier ses échanges avec la Chine. Mais Donald Trump a osé dire, écoutez, qu'il n'aimait pas ça et qu'il allait augmenter les tarifs sur le Canada. Pourquoi? Parce que le Canada fait partie de l'Amérique du Nord, donc la fameuse doctrine d'Onroe, donc Monroe poussée à ses derniers retranchements, eh bien, Donald Trump a effectivement augmenté ses tarifs. Et donc, pour Donald Trump, les États-Unis sont une métropole et tous les pays de l'Amérique sont des colonies. Et les colonies sont là pour servir les intérêts de la métropole. On ne parle pas seulement ici d'empire, on parle d'une espèce de néocolonialisme qui se fie du droit international et qui veut que l'Amérique, toute l'Amérique, appartienne aux Américains. Donc Donald Trump a fait ce voyage jusqu'en Chine pour faire comprendre à la Chine que les États-Unis ne plaisanteront pas et que tous les pays de l'Amérique qui oseront signer avec la Chine, il leur en cuira. Les États-Unis le leur feront payer. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faut comprendre le kidnapping, donc l'enlèvement de Maduro. C'est dans cette perspective-là qu'il faut comprendre la menace de Donald Trump d'envahir Cuba. Et il l'a dit, Donald Trump, le pétrole du Venezuela est à nous. Nous allons avec ce pétrole-là devenir riches. Et je vous disais la semaine dernière que depuis les années 40, sous le président estimé notamment, lorsque l'État haïtien a commencé à s'intéresser, à faire savoir ce que le sous-sol haïtien détenait, pétrole et autres ressources rares, eh bien, je vous l'ai dit, des ministres sont morts. De hauts fonctionnaires de l'État haïtien ont été retrouvés morts dans un hôtel, entre autres, n'est-ce pas, en République dominicaine, sous Jean-Claude Duvalier, parce que ce haut fonctionnaire, à l'instigation du président d'alors, Jean-Claude Duvalier, voulait savoir ce que contenait notre sous-sol. Et les États-Unis ne l'ont pas caché. Les ressources haïtiennes, les ressources que détient le sous-sol haïtien, ce sont des ressources stratégiques des États-Unis, il ne faut pas y toucher.
Évidemment, cela nous met en colère, cela m'enrage, moi, cela nous indigne, mais au-delà de l'indignation, il faut comprendre ce qui est en jeu, c'est à proprement parler ce qu'on appelle géopolitique. La géopolitique, c'est quoi? C'est la science qui s'intéresse aux rivalités que se livrent les puissances pour le contrôle d'un certain territoire et surtout pour le contrôle du pouvoir et le contrôle des ressources. On a mis la table, les amis. Le titre de l'émission, vous l'avez vu, sommet sino-américain, quels sont les enjeux pour les petits pays? Par petits pays, j'entends pas nécessairement les puissances moyennes comme le Canada, la France, etc. J'entends surtout les pays africains, les pays des Amériques, en particulier Haïti. Vous connaissez le rituel, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, les amis. Eh bien voilà, avant la pause, on s'était promis de s'intéresser aux enjeux de ce sommet entre Xi Jinping et Donald Trump, donc sommet sino-américain, sommet qui, comme je l'ai dit dans l'introduction, n'a pas eu lieu depuis 9 ans puisque Biden considérait Xi Jinping comme un dictateur. Et donc lui, il ne s'est pas rendu compte, il ne s'est pas rendu jusqu'en Chine parce qu'il voulait donner l'impression que la Chine n'est pas importante. Et donc, il ne s'est pas rendu compte de la progression de la Chine dans sa volonté de redessiner ce que les politologues, ce que les politistes appellent la nouvelle route de soie chinoise. La nouvelle route de soie chinoise, c'est les chemins par lesquels la Chine passe pour imposer son influence dans le monde, en Chine, en Afrique et en Amérique. Bon. Donald Trump, on le sait très rancunier, on le sait très vindicatif, on le sait très anti-chinois, très sinophobe. Il le dit, il n'aime pas les Chinois. Comme anecdote, vous vous souvenez du coronavirus, Donald Trump refusait de nommer le coronavirus selon son nom scientifique. Il l'appelait le virus chinois. Ce que Xi Jinping n'avait pas hésité à dénoncer, ce que même l'Organisation mondiale du commerce, de la santé, l'OMS, dénonçait comme étant un propos raciste, mais Donald Trump n'en avait cure. Dans son deuxième mandat, donc son second mandat pour être plus clair, dès les premières semaines, il lançait ses hostilités tarifaires contre la Chine. À un moment donné, jusqu'à 200% de taxes étaient imposées sur certains produits chinois qui sont importés aux États-Unis. Donald Trump a une obsession du déficit commercial que subissent les États-Unis par rapport à la Chine. Déficit commercial au terme duquel, et c'est même le sens du mot en économie, la Chine exporte beaucoup plus vers les États-Unis que ces derniers
n'en exportent vers la Chine. C'est-à-dire, les États-Unis importent beaucoup de produits de la Chine, tandis que la Chine importe très peu de produits américains. Vous n'avez qu'à vous promener aux États-Unis pour vous rendre compte qu'à peu près tout ce qui se trouve sur les tablettes d'un Walmart, par exemple, ben, à peu près tout cela vient de la Chine. Et Donald Trump n'aime pas ça. Pour lui, les États-Unis sont en train de se faire voler leur argent par la Chine. En plus, ça on le sait en économie, la Chine garde artificiellement sa monnaie très basse, de manière à faciliter ceux qui veulent faire des affaires en Chine. Donc c'est toute une pensée que cette révolution chinoise. On n'hésite plus aujourd'hui à parler du capitalisme chinois. Pourtant, la Chine, sur papier, idéologiquement, c'est un pays communiste. Et pourtant, on va parler en économie du capitalisme chinois, car la Chine fait du capitalisme autrement et s'impose. La Chine est l'un des pays à avoir cumulé beaucoup plus de dollars que n'importe quel autre. Les États-Unis ont une dette à la Chine, donc une partie de la dette souveraine des Américains, mais relève de la Chine. Donc, d'une certaine manière, la Chine est créancière des États-Unis. Les États-Unis sont débiteurs de la Chine. On n'y pense pas, hein? Et donc, pour Donald Trump, c'est un non-sens que d'avoir une puissance émergente. Techniquement, la Chine n'est pas, d'un point de vue économique, considérée comme un pays développé. La Chine fait partie des BRICS, hein, des pays émergents. Tout comme la Russie, qui techniquement n'est pas un pays développé. Eh bien, Donald Trump dit, c'est un non-sens que la Chine nous inonde de ses produits, tandis que nous, on arrive à peine à exporter nos produits vers les Chinois. En sorte que la politique étrangère des États-Unis vers la Chine est une politique hostile. Donald Trump ne l'a jamais caché. Non seulement il y a cette tension commerciale, il y a cette tension économique entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine, mais ne l'oublions pas, nous sommes dans un contexte de guerre en Iran. On découvre que la Chine fournit des technologies de pointe à l'Iran. D'abord des drones qui permettent à l'Iran de survoler les bases américaines au Moyen-Orient. Les États-Unis détiennent des bases extrêmement importantes au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Irak, entre autres. Et grâce aux drones que la Chine fournit à l'Iran, mais les Iraniens survolent les bases américaines et ripostent aux missiles américains en bombardant des lieux stratégiques dans des bases américaines. C'est un scandale. Les mainstream médias, les grands médias n'en parlent pas, car pour ces grands médias-là, c'est presque un fait acquis que les États-Unis gagnent la guerre, même si aujourd'hui, ils sont en train de déchanter. Après bientôt 2 mois de guerre, les États-Unis ne gagnent pas cette guerre. Je l'avais dit, les États-Unis ne peuvent pas gagner cette guerre. Et j'ai ajouté, les États-Unis ne devraient pas gagner cette guerre. Non seulement ne sont-ils pas en train de la gagner, cette guerre, ils ne peuvent pas la gagner, mais ils ne devraient pas la gagner pour des raisons que nous avons développées ici, voilà 3 semaines, quand je vous parlais de l'effet papillon. Donc les États-Unis, se rendant compte qu'ils ne peuvent pas s'imposer à l'Iran, entre autres grâce aux partenariats stratégiques, aux partenariats commerciaux qui existent entre l'Iran et la Chine. La Chine, je vous l'ai dit, fournit des drones de surveillance efficaces, des drones furtifs aux Iraniens, des drones qui échappent
au service de contre-espionnage ou de contre-renseignement américain, ce qui défie cette grande puissance d'ailleurs. Mais en plus, la Chine importe 80% du pétrole et maintenant, d'autant plus que le Venezuela ne peut plus exporter vers la Chine depuis le kidnapping de Maduro. Donc, la Chine intensifie ses rapports commerciaux avec l'Iran et Donald Trump n'aime pas ça. Donc, il y a ces deux premiers enjeux-là. Mais il y a un autre enjeu dont on ne parle pas dans les médias. Lorsque Donald Trump a lancé ses hostilités, lorsque Donald Trump a tenu un comportement inamical vis-à-vis de la Chine, en surtaxant les produits chinois de 200%, eh bien, Donald Trump l'a fait sans tenir compte du fait que la Chine détient un quasi-monopole, je dis bien un quasi-monopole en matière de terres rares. Les terres rares, ce sont des terres qui contiennent des métaux rares grâce auxquels les puissances technologiques, les puissances militaires développent leur technologie. Les États-Unis importent. Les États-Unis, et je vais peser mes mots, dépendent de la Chine presque exclusivement pour ces terres rares-là, terres rares grâce auxquelles, au pluriel, les États-Unis vont pouvoir développer des drones, des avions de plus en plus rapides, etc. C'est la Chine qui vend presque exclusivement ces terres rares-là aux Américains. Entre parenthèses, vous vous souvenez, quand Donald Trump a rencontré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et qu'il l'a humilié, est-ce que vous vous rappelez que Donald Trump a eu une menace, bon Dieu, terrible? Il a dit à Zelensky, nous n'allons plus vous donner des armes, comme le faisait de Sleepy Joe Biden, comme le faisait l'endormi Joe Biden. Nous allons vous vendre des armes et en contrepartie, nous voulons avoir le contrôle exclusif de vos terres rares à vous, parce qu'il y a des terres rares aussi en Ukraine qui ne sont pas toujours exploitées. Pourquoi voulait-il faire ça? C'était pour mitiger sa dépendance, pour amoindrir la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine. Mais entre ce que l'on souhaite et ce qui est, effectivement, souvent, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et donc, Donald Trump se rend compte que les États-Unis dépendent encore presque exclusivement des terres rares chinoises. Et ce que la Chine a fait, c'était de dire, OK, si vous taxez mes exportations vers votre pays à hauteur de 200%, non seulement vais-je riposter en vous taxant aussi à hauteur de 200%, mais vous savez quoi? Je ne vous vendrai plus mes terres rares. Si je ne vous vends plus mes terres rares, vous ne pourrez plus développer vos drones extrêmement rapides. Si je ne vous vends plus mes terres rares, vous ne pourrez plus développer vos avions hypersoniques et d'autres technologies militaires et scientifiques. Et là, une fois de plus, Donald Trump a dû reculer. Il a dû, en anglais, chickens out. Il a dû se dégonfler parce qu'il n'avait pas mesuré toute l'ampleur des leviers dont la Chine pouvait disposer en riposte, en représailles, c'est le terme technique, à ces tarifs rédhibitoires. Donc, il y a cet enjeu-là. Donc, il y a l'enjeu de la guerre en Iran, il y a l'enjeu de ces terres rares, mais un troisième enjeu, c'est pour ça que je vous ai parlé de la route de la soie, la Chine veut s'établir en Amérique. C'est très intéressant que à chaque fois qu'il y a guerre, qu'on appelle des grandes guerres, il y a toujours un redécoupage du monde par les vainqueurs. Je vais reprendre ce que je vous ai dit là. À chaque fois qu'il y a guerre, à chaque fois qu'il y a virage énergétique, il y a toujours un redécoupage du monde par les pays puissants. Et cela,
au moins dès le XVIIe siècle, hein. Même avant, bien sûr, même avant. Les fameuses guerres entre l'Espagne et le Portugal se sont soldées par quoi? Par un redécoupage de l'Afrique. Le Portugal est allé demander au pape la bénédiction d'envahir l'Afrique et d'en faire une terre d'esclavage et d'exploitation à perpétuité au nom du fait que ces Africains-là ne sont pas tout à fait des humains, en tout cas ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas des chrétiens, c'est nous les chrétiens qui devons les dominer. Et dès que le pape a accordé cette bénédiction, n'est-ce pas, au Portugal, mais il a dû l'accorder aussi à l'Espagne et aux autres puissances françaises qui se sont toutes, enfin aux autres puissances européennes, dont la France, le Royaume-Uni, à peu près tous les pays de l'Europe, l'Italie, elles se sont toutes ruées, ces puissances-là, sur l'Afrique, pour n'en jamais sortir. C'est dès la fin du Moyen-Âge, nous sommes au XVe siècle. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Plus tard, lors du traité de Westphalie, 1648 de mémoire, qu'est-ce qui s'est passé? Un redécoupage de l'Europe. On a dit, écoutez, on va mettre telle frontière ici, telle frontière là, et il ne faut pas qu'on viole ces frontières-là. Les réflexes des pays européens ne changent pas. Bon. Plus tard, dans les années 1900, et cela directement, parce qu'Haïti a conquis son indépendance et a imposé l'abolition de l'esclavage à la conscience du monde, eh bien les puissances européennes se sont réunies à Berlin, la fameuse conférence de Berlin, pendant 2 ans, pour redécouper le monde. Essentiellement, on redécoupait l'Afrique, telle rivière, tel fleuve africain, il va falloir qu'on le gère nous-mêmes et il ne faut pas que nos puissances s'entredéchirent sur de lopinter africains. Bon, on va vous laisser le nord, nous on va prendre le sud, mais il va falloir qu'on fasse commerce quand même avec ces pays-là. Donc, nous devons pouvoir naviguer librement. La fameuse libre circulation dans la navigation, hein, vous vous souvenez, Donald Trump en a parlé. Nous devons avoir la liberté de naviguer sur le détroit d'Ormuz, mais c'est le réflexe de l'occidental. Tout lui appartient. Et donc, après 1885, là maintenant nous sommes en 1918, après la première Grande Guerre, la guerre tribale des Européens qu'ils appellent improprement la Première Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1918, après la Première Grande Guerre? Un redécoupage du monde. La France, le Royaume-Uni ont pris à l'Empire germanique, à l'Empire, n'est-ce pas, allemand, des territoires européens, des territoires africains que les Allemands réclamaient, ce qui va, moins d'une trentaine d'années plus tard, provoquer une deuxième grande guerre. Mais après la deuxième grande guerre, après la deuxième guerre mondiale, 1945, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les fameux traités de paix, mais on a eu droit à un redécoupage du monde. Les États-Unis ont fait pression sur la France et sur le Royaume-Uni qui détenait, bon Dieu, qui contrôlait jusqu'à 45% de la population humaine, imaginez.
un peu moins de 50% des humains étaient contrôlés soit par l'Empire britannique ou l'Empire français. Les États-Unis ont dit, écoutez, nous avons gagné cette guerre aussi, nous devons avoir notre part du gâteau. Les Russes, les Soviétiques, qui ont tant perdu d'hommes, ils ont perdu des millions d'hommes, ils disent, écoutez, nous aurons droit aussi à notre part du gâteau. Ben, ils vont séparer une partie de l'Allemagne, d'où l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Ils vont prendre beaucoup de pays en Europe, ce qui va faire dire à Churchill, mais écoutez, un rideau de fer va tomber sur le monde, donc il va séparer le monde entre l'Est et l'Ouest. Il ne faut jamais s'imaginer que les guerres sont faites pour autre chose. Seul Haïti a fait une guerre, ça c'est intéressant de le dire. Seul Haïti a fait une guerre au nom d'idéaux. Je l'ai démontré il y a 2 ans dans une émission spéciale sur la révolution haïtienne. Pourquoi? C'est la seule vraie révolution, je le maintiens comme historien. C'est la seule vraie révolution. Les Français ont fait leur révolution en 1789 afin de devenir propriétaires parce que toutes les terres appartenaient à la royauté qui les donnait à la noblesse et qui embauchait le reste du monde, le tiers-État. Et donc, le tiers-État, la majorité des Français ne pouvaient pas être propriétaires puisque le roi était le propriétaire originaire. D'ailleurs, aujourd'hui encore, même dans des États avancés, vous savez, au Canada, les terres qui ne sont pas à des propriétaires privés appartiennent à la couronne. Quand vous étudiez en droit ici, quand on vous parle par exemple, mais des terres de la couronne, ça veut dire c'est des terres qui appartiennent à la royauté. Mais le roi n'a jamais travaillé. Vous connaissez ma perception des monarques, c'est des parasites. En tout cas, quand je pense à des monarques britanniques, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, pas un seul putain de jour de leur vie. Mais pourtant, les terres au Canada, les terres dans les dominions anglais, les terres dans les pays du Commonwealth appartiennent à la couronne. Et je disais, seul Haïti a fait une vraie révolution pour des idéaux. Nos ancêtres n'ont pas fait la révolution pour avoir des terres. J'ai eu un débat plus ou moins animé avec un certain intellectuel haïtien qui a osé profaner le nom de Dessalines en disant que Dessalines a été tué parce qu'il prenait la terre des gens du Sud. Ben, Dessalines n'avait pas besoin de terre, voyons. Dessalines, on ne le dit pas toujours, Dessalines était un homme prospère. Hein? Tout comme Christophe d'ailleurs, tout comme Toussaint. Et donc, nos ancêtres haïtiens n'ont pas fait... on est dans le contexte de la célébration de la fête du drapeau. Ne vous inquiétez pas, demain, on aura une émission spéciale sur le drapeau. Mais nos ancêtres ont fait la guerre pour des idéaux. Seule la révolution haïtienne a été menée pour des idéaux. L'idéal de la liberté, l'idéal de la fraternité, l'idéal de l'égalité. On n'a pas fait la révolution pour pouvoir faire commerce avec qui on veut. C'est le mobile de la révolution américaine. Mais en dehors de l'exception haïtienne, les guerres européennes, les guerres des Occidentaux, ce sont des guerres qui se font pour des ressources. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a guerre, ces guerres-là se soldent toujours par un redécoupage du monde. Et donc, dans ce redécoupage du monde, les États-Unis ont dit « Restez en Europe, vous les Européens, nous ne traverserons jamais l'Atlantique pour vous faire la guerre, mais nous ne vous permettrons pas non plus de traverser l'Atlantique pour venir exercer quelque influence que ce soit en Amérique. » Et là, l'un des enjeux dans ce sommet sino-américain, c'est la remise en question par la Chine de la doctrine Monroe. La Chine traverse les mers, la Chine traverse les océans pour venir signer des partenariats avec le Venezuela,
Les Américains ont kidnappé Maduro pour cela. Les Américains menacent le président colombien de lui servir le même sort. Donald Trump l'avait dit lors d'une conférence de presse. Il a dit au président colombien, écoutez, regardez ce que nous avons fait à Maduro, on vous fera pire, c'était le mot. Pourquoi? Parce que le président colombien a signé avec la Chine des traités économiques, des traités d'ingénierie. Et la Chine s'installe en Colombie. La Chine avait signé avec le Panama. Je l'ai dit, le canal de Panama, c'est le canal le plus névralgique pour les États-Unis en termes de commerce. Donald Trump a grondé, il a tapé le président panaméen qui a dû résilier son contrat avec la Chine. Mais la Chine ne reste pas là. La Chine signe avec le Brésil. La Chine, je vous en parlais la semaine dernière, veut des partenariats avec Haïti pour la construction d'aéroports, pour l'électrification, pour des infrastructures routières en matière de transport. Jovenel Moïse, de regretter mémoire dans ce sens-là, avait de bonnes idées et commençait à s'approcher de la Chine. Et je vous ai dit qu'il a été liquidé, entre autres pour cela. Les exécutants haïtiens ne sont que des outils entre les mains du département d'État. Les Michel Martelly, les Martine Moïse, les Claude Joseph, les Jarre, tout ceci, ce sont de petits poissons qui sont manipulés dans leur haine, dans leur ambition, enfin, ça non aussi, par le département d'État. Le véritable commanditaire de l'assassinat de Jovenel, c'est le département d'État. Je vous le disais, ça. Voilà pourquoi, quand on veut poser plus de questions, le juge a dit, écoutez, on ne peut pas aller plus loin pour des questions de sécurité nationale. Même le FBI a refusé de montrer certaines preuves à l'avocat des accusés au motif de la sécurité nationale, ce qui, comme je l'ai dit, est un déni de justice fondamentale, c'est un déni de justice naturelle. L'accusé a droit à une défense complète, une défense équitable, et pour cela, l'accusé doit avoir accès à ce qu'on lui reproche. Mais les États-Unis en décident autrement. Donc, Trump a fait le voyage jusqu'en Chine pour sonder la détermination des Chinois à solidifier leur fameuse route de soie, c'est-à-dire à solidifier leur influence en Amérique. Heureusement pour nous, Trump n'a rien gagné. J'ai dit heureusement pour nous. Je vous l'avoue, mon idéologie. Je ne suis pas plus chinois qu'américain, mais je les emmerde tous les deux. Hein? Mon ancêtre, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, quand il était général en chef des armées Inca, c'est-à-dire des armées révolutionnaires qui ont botté le cul à l'armée de Napoléon de Saint-Domingue, lorsque en mai 1803, il promettait aux soldats haïtiens, c'est une façon de parler, aux soldats domingois, puisque Haïti n'avait pas encore retrouvé le mot Haïti, il leur promettait de leur donner l'indépendance, mais il a écrit au gouverneur de la Jamaïque, et par le gouverneur de la Jamaïque, il a fait connaître à l'Angleterre, au Royaume-Uni d'alors, sa volonté de conquérir l'indépendance de l'île. Et vous savez quoi? Le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre, a rapidement écrit au général en chef Jean-Jacques Dessalines pour lui offrir le protectorat britannique. Il dit, écoutez, nous sommes d'accord avec vous dans votre désir de conquérir votre indépendance de la France, c'est maudit français. Nous vous offrons un protectorat. Nous allons vous protéger contre l'invasion française. Et j'aime la réplique du général Jean-Jacques Dessalines d'alors. Il a dit, on ne va pas passer d'un maître à un autre, on ne va pas s'affranchir du maître français
pour se soumettre au maître britannique. Non, je n'ai pas besoin de votre protectorat. Haïti sera en mesure de se protéger toute seule. Et c'est dans cette perspective-là que Haïti a construit tout un réseau de forts. J'ai assisté avec indignation à la manière dont les responsables haïtiens, dans leur incurie, dans leur platitude, dans leur aplaventrisme, ont laissé des jeunes profaner la citadelle La Ferrière. Beaucoup d'entre eux sont morts. Et franchement, je n'ai pas versé une larme. Et dans ce sens-là, je pense qu'il n'y avait pas assez de morts. Et les morts ne devraient pas se retrouver seulement du côté des jeunes. Ces morts-là devraient être aussi du côté de ces dirigeants qui ont laissé faire. Mais c'est dans cette perspective-là qu'il y a eu tout un réseau de forts partout à travers le pays, dont la citadelle, pour se préparer à un éventuel retour de la France. On n'a pas demandé un coup de main aux Anglais, on n'a pas accepté l'offre du protectorat anglais. On a dit non, on peut se protéger soi-même. Et donc, la Chine s'intéresse aussi à Haïti, tout comme elle s'intéresse à Saint-Domingue. La Chine veut redessiner le monde en imposant sa route de soi. Et je lui dis non, heureusement, Trump n'a rien obtenu. La Chine n'a pas dit, écoutez, bon, je renonce à l'Amérique parce que pour vous, la doctrine Monroe, poussée à son extrême en doctrine Monroe, est importante. Non, la Chine dit, nous allons continuer à faire des affaires là où on veut. Donc Trump n'a rien obtenu. Il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de bif pour parler comme des jeunes, mais quand dans un match entre la Chine et les États-Unis, les observateurs disent c'était nul, ça veut dire techniquement victoire pour la Chine. Parce que Trump s'est rendu là-bas quelques jours avant, menaçant la Chine, mais il est reparti, comme toujours, la queue entre les jambes. La Chine ne lui a cédé rien. La Chine ne lui a même pas cédé un pouce dans sa volonté de s'établir partout, y compris en Amérique. En Afrique, elle s'installe déjà. Pas de concession sur l'Iran. La Chine va continuer à fournir à l'Iran des armes asymétriques pour tenir tête aux Américains. Et entre-temps, on le voit, le détroit d'Ormuz est bloqué, les États-Unis menacent d'effacer de la terre l'Iran, il n'en est rien. Plus de 25% du pétrole du monde, on pensait que c'était 20%, mais c'est vraiment autour de 25% du pétrole du monde, passe par ce détroit-là et c'est bloqué, on voit le prix du carburant qui flambe. Les Américains, comme en France, partout, en souffrent, si bien que l'État français prévoit un rationnement en matière de carburant, un rationnement en matière de chauffage. C'est pas beau ce qui s'en vient là. Et les États-Unis voudraient s'en sortir, voudraient sortir de cette guerre avec un peu de dignité, mais aucune porte de dignité ne leur est offerte par l'Iran. Qui l'eût cru? L'État hébreu qui est à la base de cette foutue guerre a roulé dans la farine Donald Trump qui est un gros imbécile. Donald Trump, c'est un gros imbécile. Il n'a pas écouté les conseils de ses conseillers, c'est le cas de le dire. Il a mangé tout cru dans la main de Benjamin Netanyahou, qu'il a mangé tout cru. Et là, il se retrouve dans une sale guerre sans issue. Tout le monde fait pression sur lui et personne ne veut aider. L'Espagne ferme son espace aérien aux avions américains. Les pays du Moyen-Orient qui, jusque-là, étaient les partenaires des États-Unis. Pensez à un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est le partenaire des États-Unis depuis les 80 dernières années, mais demande aux Américains de fermer leur base. Parce que, puisque vous avez une base chez nous, mais nous subissons les ripostes iraniennes. Les pays de l'OTAN qui sont pourtant tenus, de par l'article 5 de l'accord de l'OTAN, de supporter les États-Unis, c'est ce que prévoit l'accord,
tous pour un pour tous, refuse d'entrer là-dedans. Donc Trump rentre chez lui bredouille. Rien comme dans rien. La Chine ne sait de rien. Vous m'envoyez tout heureux, pourquoi? On va en parler après la pause. À tout à l'heure, les amis. Avant la pause, j'ai posé la question, pourquoi ça me réjouit que les États-Unis ne gagnent rien dans leur rivalité avec la Chine? Encore une fois, je rappelle, pas parce que je suis pro-chinois aux dépens des Américains, je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis haïtien. Et je suis assez réaliste pour savoir que la Chine a des visées impériales. Les gens oublient qu'au XVIIIe, au XIXe siècle, la Chine était une très grande puissance. Hein? Une grande puissance, la Chine. C'est une culture politique millénaire, c'est une culture militaire plurimillénaire. Donc la Chine, au XIXe siècle, était une grande puissance. Évidemment, la Chine sera occupée par le Japon, hein, entre autres pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on le sait. La Chine sera aidée par les Alliés pour s'affranchir du Japon et pour humilier le Japon. Roosevelt, lors de cette fameuse conférence qui a donné lieu à l'Organisation des Nations Unies qui a remplacé immédiatement la SDN, mais Roosevelt a invité la Chine pour avoir une puissance asiatique autre que la Russie. Il voulait avoir un conseil de sécurité au sein des Nations Unies qui représente toute l'humanité. C'était ça la prétention de Roosevelt. Et l'historien en moi doit vous le dire, la Chine a été invitée à faire partie du Conseil de sécurité avant la France. Ce n'est vraiment qu'à la dernière minute, prenez-moi au mot, ce n'est qu'à la dernière minute que les États-Unis ont accepté d'introduire la France de De Gaulle là-dedans. Parce que les États-Unis disaient de la France que ce n'était pas une puissance, c'était un non-state. Les États-Unis disaient de la France qu'elle n'était même pas un État, à en juger par la rapidité avec laquelle la France a cédé à l'occupation allemande. Les Américains ne voulaient rien savoir de la France comme puissance. Et donc on allait avoir un conseil de sécurité avec l'équivalent de 4 membres permanents, bien sûr la Russie soviétique, bien sûr le Royaume-Uni, bien sûr les États-Unis, et les États-Unis ont invité la Chine, mais à la dernière minute, on a donné un mémorandum à la France qu'elle devait signer tel quel. Et la France de Gaulle a dû compter sur des pays africains, a dû compter sur Haïti pour s'imposer aux États-Unis de telle sorte qu'elle fasse partie du Conseil de sécurité comme membre permanent. Parce que Roosevelt disait de la France qu'elle était un non-État. Ce n'est pas vraiment un État. Bon. Alors, pourquoi le fait par la Chine de ne rien céder aux États-Unis me plaît? J'ai commencé par vous dire, je ne suis pas plus pro-chinois que pro-américain, je suis haïtien. Mais c'est parce que, historiquement, c'est jamais une bonne chose pour les petits pays que le monde soit dirigé par un seul pays. Je peux même vous remonter
le fleuve du temps à Rome, quand Rome était considérée comme le caput mundi, quand Rome était considérée comme la tête du monde, ce n'était pas une bonne chose pour les petits pays, parce que quand vous avez une puissance qui est si avancée par rapport aux autres, qu'elle peut envahir n'importe quel autre pays sans contrepoids, c'est jamais bon. Et mes ancêtres l'ont compris, ça. Le grand Toussaint Louverture, le magnifique Toussaint Louverture, dont je suis biographe, a dit, écoutez, les petits pays doivent trouver leur place dans les conflits entre les grandes puissances. Et le gouverneur Toussaint Louverture comprenait que Haïti doit faire sa place grâce au conflit existant entre la France et le Royaume-Uni. Quand les puissances moyennes s'entendent avec les États-Unis, ça ne fait pas mon affaire, moi. Parce que quand les États-Unis s'entendent avec la France, quand les États-Unis s'entendent avec le Canada, quand les États-Unis s'entendent avec le Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe? Mais la France fait tout ce qu'elle veut en Afrique et il n'y a pas de contrepoids. Le Royaume-Uni fait tout ce qu'il veut, il n'y a pas de contrepoids, mais dès qu'il y a une puissance émergente qui défie la puissance régnante, les petits pays peuvent commencer à se faire une place sans avoir le souci de se faire envahir parce que cette grande puissance a du pain sur la planche. Je vous l'avais dit il y a 2 semaines, la fameuse théorie du papillon que je vous expliquais. Si les États-Unis avaient gagné leur guerre en Iran en 4 jours, comme ils avaient naïvement et de manière imbécile imaginé, mais dès la fin de cette guerre, les États-Unis auraient envahi Cuba et probablement Colombie, et sûrement, ils maintiendraient un contrôle beaucoup plus acerbe sur Haïti. Heureusement que l'Iran leur tienne tête. Et il faut souhaiter que l'Iran les humilie, les Américains. Pour quelle raison? Parce que Che Guevara le disait, il faut allumer tant de feux dans le monde que les puissances impérialistes n'aient pas suffisamment de pompiers pour les éteindre. Ça, c'est le mot de Che Guevara, qui est le meilleur. Pas à la même hauteur que mes 3 plus grands, évidemment, le gouverneur Toussaint Louverture, l'empereur Jean-Jacques Dessalines et le roi Christophe, bien sûr. Bon. Et donc, si je me réjouis que la Chine résiste aux Américains, c'est parce que c'est dans les interstices des rivalités entre les puissances que les petits pays peuvent faire leur place. Et c'est grâce à cette rivalité-là que les petits pays peuvent avoir la paix. Imaginez si Donald Trump était un Donald Trump triomphant et invincible. Ils envahiraient tous les pays de l'Amérique latine comme les États-Unis l'ont déjà fait. Et ils saisiraient les ressources de ces pays-là. Et donc, il faut souhaiter pour l'équilibre du monde que la Chine résiste, que la Chine, je dis bien, signe des partenariats avec les pays de l'Amérique, aux dépens des Américains. Il faut souhaiter l'affaiblissement des Américains, il faut souhaiter leur humiliation. La dernière fois que les Américains ont été humiliés, c'était au Vietnam, humiliés sévèrement là. Mais là, ils sont en train de subir une autre humiliation. Il faut souhaiter que cette humiliation dure au moins jusqu'au mois de novembre. Parce que c'est jamais une bonne chose que le monde soit dirigé par une seule puissance. Il faut qu'il y ait plusieurs puissances. Il faut souhaiter le renforcement de la Russie. Il faut souhaiter le durcissement de la Chine dans sa volonté d'imposer une route de soie. Il faut souhaiter un affaiblissement des Américains. Il faut souhaiter un affaiblissement ou la division des puissances moyennes. Quand l'Espagne dit aux États-Unis, je ne vous permets pas de traverser mon espace aérien pour aller bombarder l'Iran. Quand la France, ça c'est une nouvelle qui est passée sous le radar, a dit aux États-Unis, je vous permets d'utiliser mon espace aérien seulement pour vous défendre contre des attaques, non pas pour attaquer. Ça c'est gros ça. Donc, vous réalisez les amis, et La Rochefoucauld l'avait dit au XVIIe siècle que
les vertus se perdent dans les intérêts comme les fleuves dans les mers. Il ne s'agit pas de pays qui ont des vertus, on va se supporter comme membre de l'OTAN. Non, c'est les intérêts. Ici, les intérêts de la France, du Royaume-Uni, c'est de s'approvisionner en pétrole. Donald Trump les emmerde, mais il tourne le dos à l'accord de l'OTAN et la France négocie. Avez-vous entendu ça? La France négocie individuellement. Emmanuel Macron, le président français, a appelé le président iranien pour négocier un je ne sais quoi de manière à permettre à ces bateaux de traverser le détroit d'Ormuz car la France a besoin de pétrole. Oui, la France fait un pied de nez à Donald Trump et négocie en catimini avec l'Iran. Tant mieux, les amis. La division des puissances moyennes fait l'affaire des petits pays. La division ou l'humiliation des grandes puissances par les puissances émergentes fait l'affaire des petits pays. Bon. La question en terminant, c'est saurons-nous en profiter? Bien sûr que certains pays africains sauront en profiter. Je pense à certains pays qui ont à leur tête des hommes comme Traoré, pas vrai? Mais après une telle analyse, l'intégrité intellectuelle me commande de vous dire qu'Haïti ne saura pas en profiter parce que nous sommes dirigés par des imbéciles. Le dernier imbécile en date, c'est Alix Didier Fils-Aimé. J'ai eu une discussion corsée, je dois vous le dire, avec l'un des membres du défunt CPT, parce que je les ai traités de voleurs, ces gens-là. Et l'un d'entre eux m'a appelé pour dire « Ouais, mais je ne suis pas voleur. » J'ai dit « Mais vous êtes voleur. » Qu'est-ce qu'un voleur? C'est quelqu'un qui ne livre pas ce pourquoi il est payé. Et le CPT a pris le pouvoir sur la base d'un accord. Ils ont profité des avantages du pouvoir sans livrer. Ils sont des voleurs. Et je dis que ce contexte géopolitique qui devrait servir d'opportunité pour des pays comme Haïti, malheureusement, ça va être une opportunité ratée comme la plupart du temps. Pour quelle raison? Parce que nous avons des nains comme dirigeants. Parce que nous avons des vassaux, des imbéciles, des sous-fifres comme dirigeants. Je vous donne pour preuve le contrat léonin qu'ils ont accordé à Éric Prince, un partisan imbécile de Donald Trump, qui a accordé une entrevue pendant la campagne de Donald Trump en disant que les États-Unis devraient envahir tous les pays de l'Amérique, les envahir pour les contrôler, parce qu'ils sont incapables de contrôler leurs propres ressources. Les imbéciles du CPT, les voleurs du CPT, et je les nomme, les Edgar Leblanc, les Fritz Alphonse Jean, les qui d'autres là, les Leslie Voltaire, et citez tous ces imbéciles, les Emmanuel Vertiller, les Louis Gérald Gilles, tous des voleurs et des imbéciles. Ils ont offert sur un plateau un contrat à Éric Prince, contrat au terme duquel la sécurité d'Haïti, le contrôle des douanes, ce qui est une mission régalienne, tout ceci est livré à un ennemi d'Haïti, un partisan de Trump qui s'appelle Éric Prince. Et le gars, il a osé m'appeler pour dire « Ah, docteur Fils-Aimé, je ne suis pas d'accord, vous m'avez traité de voleur. Vous êtes voleur, vous êtes revoleur. Et en plus, vous êtes imbécile, vous êtes nain. Parce que vous ne savez pas lire les enjeux géopolitiques comme le faisaient à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, nos géants comme le gouverneur Toussaint Louverture, l'empereur Jean-Jacques Dessalines et le roi Christophe. Malheureusement, parce que Haïti est dirigé par des imbéciles, parce qu'Haïti, malheureusement, je le dis, ils vont le prendre mal, parce qu'Haïti peut aujourd'hui compter sur très peu de penseurs qui comprennent la géopolitique, nous allons rater cette opportunité. Hélas. On dirait que ce pays, c'est une suite d'opportunités manquées. Parce que c'est des gens qui sont motivés par le ventre, ils veulent manger. Avez-vous vu Leslie Voltaire? L'homme de gauche avant la prise du pouvoir, mais l'homme de gauche caviar après la prise du pouvoir.
Avez-vous vu Leslie Voltaire qui avait promis la sécurité au pays, mais il est allé voir le pape pour lui demander de prier. L'ironie, c'est que le pape est mort quelques jours après qu'il l'a vu. Et l'imbécile Didier Fils-Aimé refait le même trajet. Il est allé demander au pape de prier pour qu'Haïti gagne. Mais je vous emmerde, espèce d'imbécile. Et après, ils vont m'appeler pour dire « Ah, docteur Fils-Aimé, vous m'avez traité d'imbécile. Vous êtes archi-imbécile. Vous êtes des archi-voleurs. Bande de crétins, je vous emmerde. Vive Haïti. Vive nos ancêtres. Vive l'espoir. Car je forme le vœu que ce pays-là soit dirigé un jour par des gens qui comprennent les enjeux politiques. Des gens dont le mobile premier n'est pas de se remplir le ventre parce que ce problème-là est réglé. Je forme le vœu que ce pays soit géré par des gens qui comprennent les enjeux et qui veulent servir les grands idéaux des Saliniens plutôt que de se servir eux-mêmes. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine, vive Haïti. Au revoir.